Alors maintenant, je vais parler de M. Laveissière, la fin des souvenirs que je garde de M. Laveissière. C'était un enfant du pays qui était instituteur à l'école publique de Carénac et qui a été mon enseignant. C'est lui qui m'a appris à lire et à écrire. Et je garde de lui un souvenir ému, si tu veux, parce qu'il y avait sa femme qui était une amie intime de Tati Louise, ma tante. Et quand elle m'a vu sur les bancs de l'école, « Et tu es là, toi ?» Et oui, je suis là. Il fallait bien. Et je me rappelle, c'était un après-midi, et elle regarde mon cahier, et M. Laveissière m'avait donné à faire des voyelles A, E, I, O, U. Alors c'était bien dans l'ordre vertical. Et moi, j'en avais mis à droite, à gauche, de côté, il y en avait partout. Et elle regarde ce que j'ai fait, c'était au crayon. Et c'est un souvenir que je garde de Madame Laveissière, si tu veux, qui a pris la gomme, qui me l'a mis dans la main. Regarde, on efface ça et on va faire des A tout au long, etc. Et elle m'a appris les premières lettres. Et Madame Laveissière est morte quelque temps après. Et ça a été un drame pour tout le monde. Alors, Monsieur Laveissière, il avait les petits. Et alors, c'était assez cocasse parce que, bon, il y avait nous de Carénac, mais il y avait aussi les jeunes qui venaient du COS. Et ils venaient, par exemple, de Mansergue, mais ils venaient de, comment ça s'appelle, à côté de la Borie, là, à pied. Comment ça s'appelle, la grange de... Le four de Georges. Tu sais que la ferme qu'a racheté Jean-François. Ah, les Combettes. Les Combettes, voilà. Alors, aux Combettes, il y avait un métayer qui s'appelait M. Serre. Et il venait à pied. Et avant, il y avait un métayer qui s'appelait M. Montmort. Et M. Montmort avait un grand-fils qu'on appelait Trucolule. Et le Trucolule, bon, c'était un gars un peu simple qui se baladait dans les fêtes, où il dansait tout seul au milieu des danseurs. Enfin, c'était un peu quelque chose de cocasse. Et il avait un fils et une fille qui étaient beaucoup plus jeunes. Il avait 2-3 ans de plus que moi, mais il était en classe avec moi. Et une fois, je me souviens, il interpellait M. Laveissière en patois. Et on jure, Guillaume, enfin M. Laveissière ne m'a dit pas Guillaume, mais il lui répondait en français. Aïe, prie ou fugiler mon père, aïe, toi, le cancophène, il fait poum, poum, poum. Il y avait aussi les frères Robery, qui étaient nombreux, parce qu'il y avait Roland, Robert, René, Raymond, et tous avaient un prénom qui commençait par R. Rémi et Raoul. Et Rémi et Raoul. Et moi, j'étais avec Robert, et alors une fois, je me souviens que M. Laveissière avait mis au tableau des additions à faire à 4 chiffres, tu vois, 4432 plus 2001 plus ceci, égal. Et il y avait 3 ou 4 opérations au tableau. Et puis je ne sais pas pourquoi, il y a quelqu'un qui l'a effacé, un gosse qui l'a effacé. Ah, M. Laveissière n'était pas content. Eh bien, retrouvez-moi les chiffres. Alors, il y avait autre chose. Alors, avec Robert et je ne sais plus qui c'est qu'il y avait encore, on a essayé de retrouver les chiffres. Alors, M. Laveissière vient de rire parce que, bon, c'était impossible. Enfin, à l'époque, ça se... Mais bon, c'est un souvenir que je garde de M. Laveissière. M. Laveissière nous parlait quelquefois de la période où il avait vécu en Afrique. Il avait remarqué qu'il y avait des gros poissons-chats, enfin bon. Et M. Laveissière était un pêcheur invétéré, mais au filet. Et donc, il a quitté l'école quand sa femme a été morte pour venir vivre au Café Verdès. Et donc, dans la terrasse du Café Verdès, il y avait toujours des filets qui pendaient. Alors, il me souvient qu'il faisait lui-même ses cordes. Et donc, il y avait le pont avec la rampe du pont, il y attachait une espèce de support, et il tirait la corde jusque devant la claperie, là, tu vois, donc sur tout le pont. Et il avait une espèce de moulinet qui tordait, et ça tournait, et ça tressait
la corde. Et ça, c'est un souvenir que je garde, si tu veux, de lui. Oui, un autre souvenir que je garde de cette période, c'était en 1944, aux environs du juin, j'ai entendu le canon à Bretenoux. Il y a eu quelques coups de canon, enfin pas beaucoup, un ou deux, mais bon, ça nous a foutu quand même une trouille assez forte, parce que, bon, on dit, s'ils viennent à Carénac, il faut qu'ils passent le pont de Pibrac. Le pont de Pibrac était un pont métallique. Pour les panzers, c'était plus difficile. Mais il y avait surtout le pont de Carénac, qui était tout neuf. Il avait été inauguré en 1939, et donc il était défendu par un canon de 75 qui avait des obus de 125. Alors évidemment, on n'aurait pas pu le défendre longtemps. Alors une autre fois, M. Laveissière allait à la pêche, il est revenu bredouille. Mais il avait le soir des invités de marque, genre Maurice Faure, etc., enfin, qui étaient ses amis, si tu veux, qui adoraient venir manger le poisson chez Laveissière, son frère. Mais lui aussi les recevait avec une bonne friture. Et il croise M. Rougier qui, le dimanche après-midi, et tout le dimanche que Dieu faisait, allait à la pêche, mais lui à la ligne. Oh, M. Rougier, j'ai tendu 2 kilomètres de filet. J'en ai pas attrapé 2. J'ai pas de friture. Et, monsieur, écoutez, monsieur Laveissière, combien il vous en faut? Moi, j'ai la musette pleine. Hein, et c'est lui qui a donné les assiettes à monsieur Laveissière. Par contre, son frère Louis était le gérant, travaillait avec sa femme à l'hôtel Boudy. Et alors là, une fois, il avait servi à des hommes politiques qui faisaient un bon repas chez lui, 7 ou 8, du poisson, etc. Et je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait un gars qui venait de Villeneuve-sur-Lot, qui s'appelait Panis. Il avait un chapeau où il y avait marqué Panis, tu vois, et c'était le rigolo fini, enfin il n'arrêtait pas de faire des blagues, et il avait un pistolet à eau dans lequel il avait mis la poudre éternuée. Et il mangeait, il couchait à l'hôtel Boudy, et il passait à côté des ministres, et il te leur envoyait la poudre éternuée pendant qu'il mangeait. Alors Maurice Faure s'est douté qu'il y avait quelque chose comme ça. Il avait prétexté d'aller remercier la cuisinière, tu vois, pour aller tousser dans la cuisine. Enfin, c'était des blagues qui étaient faites à l'hôtel Boudy. Bon, alors je vais te raconter autre chose. Oui, ça a été la mort de Madame Laveissière. Ça a été un drame pour toute la commune. Toute la commune. Je me souviens que nous étions à l'école, enfin à la classe, si tu veux, toute la classe, en rang, devant le café, là. Quand on a sorti le cercueil, on l'a monté à l'église, et on nous a mis dans le côté droit pendant la cérémonie. Mais c'était archi-comble, si tu veux. Hein. Et moi, la douleur de Madame Verdès, c'était bouleversant. Et alors, bon, je me souviens aussi, me dire, si tu veux, ça m'avait marqué, parce qu'elle était d'une gentillesse pour nous, pour les gosses. Ça m'aimait encore. Enfin, c'est la vie. Et donc, M. Laveissière est venu vivre ensuite au Café Verdès avec ses filles. Bon, Colette était au lycée à l'époque, je crois, avec Dédé qui a remplacé sa mère, et Claude, évidemment, qui est ici. Enfin voilà, excuse-moi pour ce petit truc. Alors, je me souviens de M. Laveissière aussi, mais il aimait bien nous faire des choses nature, tu vois. Donc, M. Laveissière avait saisi l'occasion d'une crue très importante de la Dordogne pour amener sa classe à l'Ermitage. Hein, parce que la crue atteignait la route qui partait à Saint-Céré. C'est-à-dire que là, la plaine, beaucoup avaient le pied dans l'eau. Et pour te donner une idée, il y avait la pancarte qui indiquait le croisement, on voyait peut-être que 5-6 cm au-dessus. Tu vois, donc tout le reste, c'était très impressionnant. Le Brenou, la Grange, les vaches avaient de l'eau jusqu'au pied.
tu vois. Et donc, c'était très impressionnant. Alors, il m'a expliqué que bon, il a plu, etc. Et puis tout à coup, il dit, mais l'enfant, regardez un terrain qui glisse. Un terrain qui glisse, que je vois. Et puis on se retourne, il y avait le pré, ce qu'on appelle le pré de Jean d'Annemasse, qui a appartenu maintenant à M. Lavergne, tu vois. Et il y avait un poteau électrique qui était penché comme ça. Et vous voyez ce poteau, mes enfants, il a été planté droit. Mais comme le terrain glisse avec le temps, il s'est incliné. Et ce terrain glisse. Pourquoi? Et il nous a expliqué pourquoi il glissait, etc. Et bien depuis, on a vu la côte de Carénac se défoncer en différents endroits de mon vivant au moins 5 ou 6 fois. Hein, et une fois, on a arrêté la circulation pour refaire la route. Hein. Louis était le frère et le fils d'Exilda, comme M. Laveissière. Et donc, il avait épousé Odette Boudy, et ils exploitaient l'hôtel avec la belle-mère, donc Rosine. Alors cette Rosine, c'était la vieille, comment dire, cuisinière qui aimait son métier avec ferveur, si tu veux. Hein. Et quand quelqu'un passait comme ça, le chauffeur du car, vous voulez faire chaud? Tu vois, tout de suite quelque chose pour remonter le moral des gens. Et donc, Rosine, elle m'avait impressionné parce qu'elle connaissait le catéchisme par cœur. Elle ne foutait pas les pieds à l'église, mais elle avait au moins ça d'avantage. Et donc, M. Laveissière, c'était le père de Jeannot. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Oui, une fois, quand je suis venu ici avec Régine, je fais le tour de Carénac et je vois M. Laveissière qui sortait de son hôtel. M. Laveissière, je vous présente ma fiancée. Ah ben c'est bien, etc. Et on se met à discuter. Et arrive mademoiselle Buissoni. Mademoiselle Buissoni, c'est l'amie de la famille. Je vous présente ma fiancée. Ah, et tu te maries? Et elle se lance sur un discours sur le mariage. Et Louis Laveissière la regarde et dit, non mais, qu'est-ce que vous en savez, vous? Alors ça a jeté un froid. Et alors de temps en temps, comme ça, mademoiselle Buissoni mangeait souvent à midi au restaurant Laveissière, parce qu'elle n'a pas envie de faire de la cuisine. Et bon, alors, elle payait tous les jours, le prix du repas, c'était 7 francs. 7 francs. Puis un jour, Louis Laveissière l'appelle, il dit, mademoiselle, c'est fini. On ne peut plus vous servir un repas à 7 francs, ça nous coûte trop cher, donc on va l'augmenter de 7%, et ça vous fera 10 francs. 10 francs? Mais c'est pas 7%. Et alors il s'aperçoit que, effectivement, de 7 à 10, ça ne faisait pas tout à fait 7%. Je dis, mademoiselle, je prends l'argent où il se trouve. Gabriel Marchou, qui n'était pas dans une famille très favorisée, si tu veux, qui a été prisonnier, qui a épousé une Russe, etc., et qui est devenu meilleur ouvrier de France, comme tailleur de pierre. C'est quand même une récompense extraordinaire. Moi, je pense que ça vaut l'agrégation pour un universitaire, si tu veux, hein, en ce qui concerne un manuel. La famille Marchou, donc, habitait en face du vieux cimetière, à côté maintenant des Boucaux. Et ils ont dans leur maison une très belle cheminée, toujours du XVIe siècle. Comme les Boucaux ont une cheminée du XVIe siècle, comme Madame McLaughlin en a. Enfin, il y en a 53 dans le village. Hein. Alors, Monsieur Marchou, donc, a démarré comme travailleur au four à chaux, comme tous les jeunes, plus ou moins. Arrivé la guerre, et il y en a qui sont embauchés pour construire le pont qu'on refaisait dans les années 1939-40. Et donc, d'autres qui sont partis ont été faits prisonniers et ont fait la guerre dans les prisons allemandes. C'est le cas de M. Marchou, qui a rencontré une Russe. Une Russe, il ne parlait pas le russe, sa Russe ne parlait pas le français. C'est donc dans la langue de l'occupant qu'ils ont commencé à communiquer et à dire « je t'aime ». Et donc, en 1945, quand M. Marchou a été libéré, eh bien, ils ont pris la décision de vivre ensemble
Et donc, elle était de nationalité russe. Et donc, elle n'a pas pu venir en même temps que son mari, que son futur mari. Et donc, M. Marchou étant arrivé avec les convois français, si tu veux, sa femme est arrivée quelques semaines ou quelques mois plus tard. Ils se sont mariés et ils ont eu 3 enfants. Voilà, il était donc enseignant à Royan. Il était à l'établissement technique de Royan et donc il enseignait la taille de pierre, etc. Et alors je suis allé le voir à la fin de sa vie. Moi on venait de Bordeaux chez François et il dit on va faire un tour à Royan pour dire bonjour à M. Marchou, qui était grabataire. Et donc je suis allé le voir, Raya m'a accueilli les bras ouverts, si tu veux. Et dit alors Gabriel, comment tu vas? Ben, tu vois comme je suis, etc. Enfin bon, c'était dégradant, si tu veux. Il était grabataire, quoi. Et je dis, mais Gabriel, tu te rends pas compte, mais tu as été un des meilleurs ouvriers de France. Et là, il s'est redressé et il dit, je suis toujours meilleur ouvrier de France. C'est formidable. Ah, il a fait une carrière aquí. Le gouvernement. Voilà les bolcheviks. Eh oui. Mais je faisais, c'est ma belle-mère m'a appris, à 45 ans arrivé, je faisais chaperon. Dis donc, quand nous travaillions dans les champs, eh bien, quand on entre deux champs, crevé, tu sais, bon hein? Oui, c'est vrai ça. C'est bon. Ah, oui. D'ailleurs, c'est de cette façon qu'on reconnaît si un vin est bon. Quand tu as mangé de bonne soupe de haricots, tu fais un chabron, là tu vois si le vin est bon. Ah mais oui, mais d'abord, tu commences par la soupe. C'est l'après-ci là. Le soupe pour les péjous. Pas fort.